Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le chômage toujours plus haut. Le dernier chiffre montre une augmentation de 40 000 demandeurs d'emploi en plus en avril. François Hollande, qui recevait Angela Merkel, réaffirme l'objectif d'inverser la courbe avant la fin de l'année. La réforme des allocations familiales, elle ne se limitera sans doute pas à une réduction des sommes pour les hauts revenus. Elle devrait aussi inclure une baisse du quotient familial qui permet d'alléger les impôts. De nouveaux remous dans l'affaire Bettencourt. L'impartialité de l'enquête est mise en cause. L'un des juges d'instruction est lié à une médecin experte. Les avocats de Nicolas Sarkozy protestent. Est-ce un motif d'annulation? Dominique Verdeillan nous répondra. Le réveil de l'extrême droite en Grande-Bretagne depuis l'attentat contre un soldat. Les manifestations anti-musulmans sont quasiment quotidiennes. Nous irons sur place. Dans l'actualité également, le verdict de Météo France pour le mois de mai. Température inférieure de 2 degrés à la moyenne. Dans les Pyrénées, on recommence à faire du ski. Philippe Verdier nous en dira plus. Et puis un voyage et un bond dans l'histoire. Que reste-t-il de la gigantesque ligne Maginot? Réputée inviolable, elle avait été contournée par les Allemands en 1940. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Jour après jour, mois après mois, c'est une vague qui monte toujours un peu plus haut. Regardez ce chiffre. Le chômage touchait donc à la fin du mois d'avril 3 264 000 personnes en France. La hausse est continue depuis 2 ans maintenant. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, il y a des femmes qui ne savent pas de quoi demain sera fait. Près de Valenciennes dans le Nord. Barbara Six, Dominique Mas. Denain, ville d'avenir. Un pari difficile pour cette ville de 20 000 habitants, anéantie par la fermeture des usines sidérurgiques. Et un triste record, plus de 30% de la population sans travail. Jordan de Groot, 25 ans, entre petit boulot et recherche d'emploi. Rabat Assouna, licencié économique il y a 2 ans. 2 histoires différentes. Avant, j'avais fait beaucoup de missions intérimaires, style beaucoup dans l'automobile, aussi en tant que chauffeur, dans tout ce qui est déplacement de marchandises, livraison, ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc après mon dernier emploi, malheureusement, il s'est terminé. J'étais licencié, on était licenciés 2 personnes et voilà, je me suis retrouvé dans la galère comme ça. À quel âge? 58 ans. Et depuis? Et depuis, plus rien. Des parcours opposés, les mêmes difficultés. Aujourd'hui, sans expérience, les gens ne nous prennent pas, mais malheureusement, ils ne nous donnent pas la chance justement d'en avoir. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait lors de l'entretien d'embauche? Ils nous disent tout simplement vous avez fait quoi dans votre parcours, donc on leur détaille notre CV. Et ensuite, par la suite, ils nous disent oui, voilà, vous avez de l'expérience dans tel et tel domaine, mais chez nous, vous n'en avez pas. 60 balais, voilà quoi. On n'embauche plus à 60 ans? Je pense plus. Non, je pense pas. La preuve, c'est que je suis là. Mais on vous le dit ça clairement? Non, on me le dit pas. Non, on me le dit pas. Non, on me le dit pas. Mais on me dit, voilà. Pourtant, je suis courant en forme pour 60 balais, voilà. J'essaye de partir dans plusieurs branches de métier pour pouvoir justement avoir plus de chances de trouver un boulot assez rapidement. C'est-à-dire, vous êtes prêt à quoi? De tout. Ah ouais, je suis prêt à tout. Ouais. Y compris à avoir un salaire un peu moins élevé que celui que vous aviez avant, ou voire même que vos indemnités de chômage? Si c'est pour avoir le même que les indemnités de chômage, je reste au chômage. Ça. Un parcours difficile dans une ville où le revenu par habitant est le plus faible de France. Et au milieu de ces situations, il y a aussi des éclaircies. En voici une, la réussite des apprentis. Certes, la France a encore du retard sur certains de ses voisins, mais leur nombre augmente peu à peu. Regardez, on en comptait 435 000 à la fin de l'année 2012. Et voici l'une des institutions qui reste en pointe depuis très longtemps. Les recettes du succès des apprentis d'Auteuil. Reportage Tiffaine de Tricorneau, Guillaume Beaufils. À 18 ans, Giuliano Adija revient de loin. Il y a encore 2 ans, il était sorti du système scolaire et passait ses journées à ne rien faire. Mais depuis quelques mois, il s'est découvert un avenir professionnel. Il est devenu apprenti cuisinier. Je suis pas trop capable de vous dire ce qui me plaît beaucoup, mais la cuisine, c'est ma passion. Cette deuxième chance, il l'a obtenue dans ce lycée professionnel. 600 lycéens et parmi eux, une classe d'une 12aine d'élèves qui suit un programme particulier. Comme Giuliano, tous ont un jour décroché de l'école. Aujourd'hui, ils sont pris en charge par les apprentis d'Auteuil. Cette fondation catholique s'est donnée pour but de réinsérer ces jeunes exclus dans le monde professionnel.
Leur recette magique, un éducateur qui les suit en permanence pour éviter qu'ils ne décrochent. Il est surtout là pour nous cadrer en fait, pour remettre les choses en place quand il y a quelque chose de mal. Et surtout pour éviter qu'on fasse des choses qu'on faisait au collège, par exemple qu'on sortait dehors, qu'on allait sécher les cours. Il sera toujours là pour nous appeler, pour nous dire de revenir, parce qu'il faut qu'on finisse notre année, parce que ça compte pour notre CAP, quoi. Ici, ils nous suivent plus, donc forcément, j'essaie de venir à l'heure, je travaille. Cette nounou qui veille sur eux au lycée, mais aussi en entreprise, c'est Émile Broncard. C'est lui qui a aidé Giuliano à raccrocher les wagons. Le jeune homme est arrivé de Serbie à l'âge de 11 ans, un père absent et des difficultés à l'adolescence. Le rôle d'Émile Broncard a été décisif aux côtés de Giuliano. C'était un peu l'homme de secours. L'accompagnement individualisé peut aller jusqu'à aller le chercher à la maison, sonner chez lui et puis lui dire allez, je viens te chercher, je t'amène à l'école. Voilà. Quelque chose que des fois les parents sont plus capables de faire aujourd'hui. Un encadrement hors norme qui fait ses preuves. Dans quelques jours, Giuliano passera son CAP et espère décrocher le premier diplôme de sa vie. Mais il veut aller plus loin et tenter un bac professionnel. Je compte continuer mes études. Tu ne veux pas t'arrêter là? Non. C'est trop... C'est pas un niveau assez élevé. Cette formation des apprentis d'Auteuil affiche un taux de réussite de 100% à l'examen. Et 6 mois après la sortie de l'école, 3 élèves sur 4 ont encore un emploi. Et ce nouveau chiffre du chômage est tombé le jour même de la visite d'Angela Merkel en France. Après les remous de ces dernières semaines, la chancelière allemande et François Hollande souhaitaient offrir le visage de l'entente, de l'unité. Opération pas tout à fait réussie. Valérie Astruc, Chloé Cormery. Chacun son parapluie, chacun sa position. Pourtant, la journée d'Angela Merkel à Paris devait symboliser le réchauffement des relations avec la France. Illustration, visite de l'exposition sur l'art allemand au musée du Louvre. Mais l'incompréhension demeure. Certains pays européens, dont la France, sont encore et toujours soupçonnés de laxisme par l'Allemagne. On a parfois le sentiment que les efforts se relâchent rapidement, les efforts pour mettre l'Europe sur une base durable. Et il ne faut pas qu'il y ait ce relâchement. Et la réponse de François Hollande est ferme. Pour lui, visiblement, il s'agit d'un procès d'intention. Pour nos amis allemands, cessez de penser que la France voudrait échapper à ses disciplines budgétaires. Cessez de croire que nous ne voulons pas nous préoccuper du marché du travail. Nous avons fait la réforme qui était attendue depuis des années. Cessez d'imaginer que nous ne comprenons pas l'exigence de la compétitivité. Quelques mises au point un peu sèches, on a connu conférences de presse plus chaleureuses. À une exception près, un lapsus d'Angela Merkel. François Hollande, pas François Mitterrand, François Hollande. C'était un des rares moments de détente dans la journée pluvieuse du couple franco-allemand. François Hollande qui, à propos du chômage, a évoqué à nouveau le défaut de compétitivité de l'économie française. Une mesure, vous le savez, a été mise en place, le crédit impôt compétitivité. Les entreprises bénéficient de réductions d'impôts pour compenser un coût du travail jugé trop élevé. Mais vous allez voir que la mise en œuvre de ce principe s'avère moins simple qu'il n'y paraît. Reportage Valérie Lerouge, Marie Cazot. Cette entreprise de logistique est l'un des 1500 bénéficiaires du crédit d'impôt compétitivité emploi. Un coup de pouce fiscal mis en place par François Hollande qui doit permettre aux patrons de mieux passer la crise et de créer des emplois. Et ici, la somme en jeu est considérable. Ce crédit d'impôt concerne 800 salariés pour 4% de la masse salariale à peu près et un montant estimé entre 500 000 et 1 million d'euros d'économie, donc de crédit d'impôt. Mais avant même d'en profiter, ce crédit d'impôt a surtout attisé l'appétit des clients de Thomas Mortier. Il y a 2 mois, une multinationale lui a envoyé un email pour réclamer sa part du gâteau. La phrase est extrêmement claire. Étant donné que ce crédit d'impôt représente un montant équivalent à 4% de la masse salariale brute jusqu'à 2,5 fois le SMIC, nous souhaitons une révision de 2% à la baisse de nos tarifs 2012. On a clairement refusé d'appliquer la mesure qui nous était demandée, avec tous les risques encourants, en mesurant d'ailleurs les risques, mais on s'est dit il faut tout de suite arrêter le processus, sinon il va se généraliser. Donc voilà, la position a été très ferme et catégorique. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans cette entreprise de sondage et de consulting, même scénario, 3 clients ont exigé des ristournes sans y aller par 4 chemins.
en y incluant également une remise correspondant au montant s'établissant à 2% des sommes perçues grâce au dispositif CICE. Et cette fois, le patron a cédé de peur de perdre son plus gros client. C'est ni plus ni moins du vol, un effet qui devait aider les entreprises à embaucher, à recruter. Et bien aujourd'hui, cet effet-là est détourné par certaines grandes entreprises qui sont nos clients. Et on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de tempérer. Autant de litiges confiés au médiateur des relations inter-entreprises qui tient à avertir ces grands groupes. C'est à la fois immoral et illégal. C'est immoral parce qu'évidemment, quand l'État met 20 milliards d'euros à disposition des entreprises pour l'emploi, pour la compétitivité, pour l'investissement, il est complètement immoral que certains grands groupes veuillent le récupérer immédiatement sous forme de baisse de prix. C'est aussi illégal puisque c'est un abus de position de force et ça, c'est sanctionnable. Arnaud Montebourg lui a dénoncé ce racket du crédit d'impôt. Le ministre a prévenu qu'il appellerait personnellement les grandes entreprises qui font pression sur leurs fournisseurs. Autre titre ce soir, les derniers arbitrages sur une réforme hautement sensible, celle des allocations familiales. Le détail sera officiellement annoncé lundi. Eh bien, elle ne devrait pas, cette réforme, se limiter à une réduction des sommes perçues par les plus hauts revenus. Il est question également, je vous le disais, de réformer le quotient familial qui permet d'alléger les impôts en fonction du nombre d'enfants. Julien Dupéret avec notre bureau à Lyon. Pour combler le déficit de la sécurité sociale, les familles les plus aisées vont passer à la caisse. Mais comment? Baisser les allocations familiales, la piste est déjà sur la table du gouvernement. Mais une autre option surgit, celle de toucher au fameux quotient familial. Ce quotient, c'est une réduction d'impôts accordée aux familles. Aujourd'hui, les foyers les plus riches bénéficient d'une exonération fiscale de 2 000 € maximum par enfant. Le gouvernement pourrait baisser ce plafond à 1 500 €. Concrètement, un couple avec un enfant qui déclare 5 466 € de revenus par mois perdrait en avantage fiscal 504 € par an. Pour un couple avec 3 enfants et 6 933 € de revenus mensuels, ce serait 2 004 € en moins chaque année. Les familles accueillent plus ou moins bien l'idée. Moi, je suis un peu pour qu'on enlève ça aux personnes les plus aisées, quoi. Quelque part, c'est logique. On va taxer encore les gens qui travaillent, qui ont un certain pouvoir d'achat. Je trouve pas forcément ça normal. L'avantage pour l'État, les foyers avec un seul enfant participeraient à l'effort, ce qui n'est pas le cas si on touche seulement aux allocations. Au final, l'exécutif pourrait choisir une solution médiane en baissant à la fois les allocations et le quotient familial. Réponse en début de semaine prochaine. L'actualité judiciaire avec, je vous le disais, ces nouvelles interrogations dans l'affaire Bettencourt qui a vu notamment la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Le journal Le Parisien révèle que l'une des médecins experts qui a examiné Liliane Bettencourt est liée à l'un des juges d'instruction. Elle a été témoin de son mariage. Ce soir, les avocats des personnes mises en cause parlent de conflit d'intérêts. Ils estiment que la procédure est faussée. Dominique Verdaillan, Dominique Bonnet. Respecté, salué par ses collègues, le juge Jean-Michel Gentil a-t-il commis une faute en désignant comme experte, dans le volet abus de faiblesse du dossier Bettencourt, une amie? Sophie Grombe est chef de service de médecine légale au CHU de Bordeaux et inscrite sur la liste des experts à la Cour de cassation. Mais elle a été témoin de mariage du juge Gentil. Résultat, dans un communiqué, 15 avocats du dossier Bettencourt dénoncent ces liens de proximité entre le juge et une experte. Ces faits caractérisent un conflit d'intérêts manifeste qui jette la suspicion sur l'impartialité de l'expertise sur laquelle repose la procédure d'instruction. Jointe par téléphone, l'une des collègues de Jean-Michel Gentil s'étonne de cette mise en cause. Je ne vois pas de conflit d'intérêts dans ce qui est énoncé par les avocats, dans la mesure où les décisions dans ce dossier sont prises par 3 magistrats qui sont indépendants. Moi, très honnêtement, je suis assez sereine. Pour vous, c'est une attaque d'un juge plutôt qu'un argument juridique ? Absolument, absolument. Alors ça, oui. Ce qui est désagréable, c'est que, comme je le dis, on travaille à 3 et je suis étonnée qu'à chaque fois, on parle du juge Gentil, on stigmatise. Cette expertise est la pièce maîtresse d'un dossier qui a abouti, entre autres, à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Dominique Verdaillan, vous êtes avec nous pour aller un peu plus loin, pour aller droit au but en fait. Est-ce que cela signifie que la procédure pourrait être compromise ?
Un des avocats du dossier que je viens de joindre m'a confirmé que dès jeudi prochain, lors d'une audience prévue de longue date, la défense allait demander l'annulation de cette expertise. C'est pour l'instant la voie qu'ils ont préférée à la demande de dessaisissement ou de récusation du juge. Mais ils le savent, la partie n'est pas gagnée. D'abord parce que rien dans les codes n'interdit, ne condamne l'amitié entre professionnels de la justice. Ensuite, on l'a entendu, il y a dans ce dossier 3 juges qui sont chargés de ce dossier, de la procédure Bettencourt. Enfin, l'expertise incriminée a été menée par 5 praticiens. Bref, le dossier n'est pas clos et d'autres rebondissements ne sont pas à écarter. Merci Dominique pour cette analyse. La justice encore avec les suites de l'enquête en Grande-Bretagne sur le meurtre à l'arme blanche d'un soldat à Londres. L'un des 2 meurtriers présumés, celui qui apparaissait sur les images vidéo, a comparu en audience préliminaire. Il a été officiellement inculpé de meurtre juste après sa sortie de l'hôpital. Son complice, lui, est toujours soigné. Fait notable, depuis ce meurtre, on assiste à un réveil de l'extrême droite en Grande-Bretagne. Les manifestations sont quasi quotidiennes. Sur place à Londres, Jacques Cardos, Thomas Donzel. Il s'invite dans toutes les manifestations. L'English Defence League, groupe d'extrême droite, inquiète. Partout où il le peut, le groupe propage des slogans haineux et sans équivoque à l'égard de l'islam. Nous ne laisserons pas notre pays aux musulmans, hurle cela. Musulmans nazis, a-t-on entendu en pleine rue à Newcastle. Ainsi, le crime de Woolwich excite les extrêmes. Le mouvement revendique 33 000 adhérents et juge la politique du gouvernement conservateur trop clémente à l'égard des musulmans. Des musulmans évidemment britanniques, mais perçus par ses militants comme des étrangers. Le Parlement refuse d'agir. David Cameron ne fait que parler. Ce n'est pas assez. Nous sommes furieux. On veut que quelque chose soit fait. Un discours de rejet qui se traduit jusque dans les actes. Le nombre d'incidents islamophobes est passé de 4 par semaine à 160 en quelques jours. Les murs d'une mosquée ont même été incendiés et à plusieurs reprises. Nous avons surtout peur pour nos enfants. Ce qui s'est passé ici, je ne peux le décrire que comme une tentative de meurtre. Le Royaume-Uni serait-il devenu intolérant? Non, car l'immense majorité de la population tient à préserver son modèle communautaire, qui n'avait d'ailleurs pas été remis en cause après les attentats de 2005. Les imams ont bien conscience que ces événements traduisent un certain malaise dans l'opinion. C'est pour cela que l'un d'eux n'a pas hésité à inviter des extrémistes de droite à boire le thé à l'intérieur d'une mosquée, un signe de tolérance que beaucoup veulent prendre en exemple. Retour en France. Avec cette question, les villages de nos campagnes seront-ils bientôt tous couverts de caméras vidéo et plus précisément de caméras de surveillance? On pensait qu'elles étaient réservées aux grandes villes ou aux quartiers urbains. Eh bien, il n'en est rien. Elles commencent à faire leur apparition même dans les plus petites communes, 100 ou 200 habitants parfois. Pourquoi? Pour lutter contre les incivilités et les cambriolages, le ministère de l'Intérieur encourage l'achat de ces équipements. Regardez l'enquête d'Hugo Clément, Fanny Lothaire et Caroline Robillard. Pour l'instant, à l'entrée de Fressancourt, il n'y a que des chevaux qui voient passer les rares voitures. Mais bientôt, ce village de 200 habitants sera l'un des plus surveillés de France. Alors voilà les caméras de surveillance utilisées par la commune de Fressancourt. Sur l'hôtel de ville, le maire vient tout juste d'installer 3 caméras. Et ce n'est qu'un début, car la commune doit faire face à une explosion du nombre de cambriolages. Nous espérons mettre une douzaine de caméras pour les entrées de la commune. Pour surveiller les entrées et venues des malfaiteurs. 12 caméras pour une commune de 200 habitants, voilà, c'est pas beaucoup quand même? Non, c'est pas beaucoup, puisque nous sommes arrivés à une trentaine de cambriolages en 2 ans. Parmi les victimes, cet habitant. La semaine dernière, sa maison a été dévalisée pour la 3e fois. Donc tu vois, la fenêtre, on voit encore les traces, on attend les sperres, donc on n'a pas encore nettoyé, et donc on voit Ils ont forcé avec un tournevis et après ils ont fouillé partout. Ils ont pris principalement des bijoux, quoi. Toute la maison était renversée. Pour lui, les caméras sont la solution. Je pense qu'il est nécessaire maintenant qu'il y ait une surveillance même dans les villages. C'est important. Et à partir du moment où les gens savent qu'ils sont surveillés, ils vont hésiter, quoi. Mais dans les communes rurales, la vidéosurveillance a-t-elle vraiment fait ses preuves? À Mazères, dans l'Ariège, il semble que oui. La délinquance générale a baissé de 30% depuis que le maire a sauté le pas il y a 3 ans. Dans cette ville de 4000 habitants, 7 caméras enregistrent 24 heures sur 24. Les bandes sont supprimées au bout de 2 semaines, mais en cas de délit, elles peuvent être visionnées à la mairie. Ça, c'est la caméra fixe. Tous les véhicules qui rentrent et qui sortent, on les a en visu.
On peut relever le numéro. Voilà, on peut relever plus facilement le numéro. Ça joue un rôle préventif évident. Tous ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, ils commencent à se dire on va être filmé, on va être dérangé, puis ils vont chez le voisin. Alors d'accord, on exporte la délinquance, mais moi je suis chargé de protéger la sécurité des gens de Mazères. Mais là où les caméras semblent les plus efficaces, c'est pour lutter contre les petites incivilités. L'été dernier, une nuit, toutes les fleurs des façades que les gens entretiennent ont été arrachées, jetées au milieu de la chaussée. Grâce à la caméra, le lendemain matin, on avait identifié le coupable. Le tapage nocturne, les incivilités sur les façades, sur les portes, les dégradations qu'il peut y avoir, etc. Tout ça, au quotidien, ça devient très lassant pour la population. Coût des caméras pour la ville, 25 000 €. Un investissement applaudi par les habitants. Très bien, ça protège tout le monde et on peut savoir si les personnes qui volent, voilà. C'est quoi qui a disparu comme nuisance? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu'ils ne font plus? De fumer les pétards, tout ce qui est petite délinquance, quoi. Ici à Mazères, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition lorsque le maire a décidé d'installer des caméras. Les habitants s'y sont très vite habitués, mais dans d'autres communes rurales, la vidéosurveillance ne fait pas l'unanimité, bien au contraire. Nérac, 7000 âmes et quelques petits actes de délinquance. Ici, le maire a organisé un référendum avec une question. Êtes-vous favorable à l'installation de caméras de vidéosurveillance? Donc 41% de oui et 59% de non. Ça vous a surpris ce résultat? Oui, j'étais relativement surpris puisqu'on nous pronostiquait un oui massif à plus de 70% sur le dispositif. Les habitants ont donc jugé inutile de dépenser plus de 100 000 € pour quelques caméras. Bon, surtout ici c'est tranquille, encore dans les quartiers chauds où il y a des meurtres tous les jours, ok, mais là à Nérac, c'est tranquille quoi quand même. Pour inciter les communes rurales à s'équiper en caméras, le ministère de l'Intérieur finance une partie des projets, mais avec du recul. La vidéoprotection ne remplacera jamais la présence humaine sur le terrain. Et il ne faut pas être un ayatollah de la vidéoprotection, pas plus qu'il faut rejeter ce dispositif au prétexte qu'il serait liberticide ou qu'il coûterait trop cher. L'année dernière, pas moins de 14 000 caméras surveillaient les communes rurales. Un chiffre en constante augmentation. Dans l'actualité également, la politique, on connaît désormais le détail d'un projet de loi emblématique. Il concerne l'audiovisuel et en particulier la fameuse règle de nomination des PDG. Nicolas Sarkozy, vous vous en souvenez sans doute, avait décidé qu'il serait désigné par le président de la République lui-même. François Hollande s'était engagé à abroger cette règle. Alors quel sera le nouveau dispositif? Hélène Hugues, Dominique Bonnet. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Moi, président de la République, je n'aurai pas la prétention de nommer les directeurs des chaînes de télévision publiques. Une vision de l'audiovisuel public diamétralement opposée à celle de Nicolas Sarkozy. Je suis partisan d'un système simple et démocratique, à savoir une nomination par l'exécutif. Ces 5 dernières années, c'était donc le président de la République qui nommait les présidents de France Télévisions, Radio France et de l'audiovisuel extérieur de la France. À l'avenir, ce sera de nouveau le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui choisira. Mais un CSA modifié, 7 membres au lieu de 9 actuellement. Nouveauté, les 6 membres nommés par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale devront l'être après avis conforme de la Commission des affaires culturelles, voté à la majorité des 3/5. Autrement dit, l'opposition aura son mot à dire sur ces nominations. Parce que cela ne pourra être qu'un choix commun de la majorité et de l'opposition. Évidemment, ce seront des personnes qui feront consensus, notamment par leur indépendance à l'égard du pouvoir politique. Renforcer les pouvoirs du Parlement, ça va dans le bon sens. Mais si effectivement c'est pour aller dans des petits marchandages politiciens, ce serait plutôt une marche arrière. Le projet de loi audiovisuel devrait être présenté mercredi prochain en Conseil des ministres. À propos de politique, sachez que l'ex-journaliste et ancien président de Reporters sans frontières, Robert Ménard, sera le candidat soutenu par le Front National pour les municipales à Béziers l'an prochain. Il affirme pour sa part que sa candidature est, je cite, apolitique. Direction la Chine maintenant. Depuis des mois et des mois, nous vous parlons régulièrement des immolations par le feu des moines tibétains. On en compte plus de 100 en 4 ans, des suicides pour protester contre la tutelle de Pékin et la répression de la religion et de la culture tibétaine. Il est très difficile d'approcher ces moines. Nos envoyés spéciaux, Alain de Chalvron et Sylvain Guillaume, ont pu se rendre dans l'une des régions du Tibet historique, le Yunnan. Voici leur reportage. Il est un signe qui ne trompe pas.
Dès qu'on voit des yaks, c'est qu'on est en terre tibétaine. 3700 mètres d'altitude, des montagnes pelées. La région a été détachée du Tibet historique pour être rattachée à la province chinoise du Yunnan en 1965. N'empêche qu'on s'y sent bien tibétain. C'est ici qu'on vit depuis toujours. On est des Tibétains du Yunnan. On est les mêmes que ceux du Tibet. Il y a aussi de petites différences de dialecte. Il n'y a pas eu ici d'immolation comme dans les provinces voisines du Sichuan ou du Qinghai. Une centaine de personnes se sont transformées en torches vivantes pour protester contre la politique chinoise au Tibet. Tout le monde n'approuve pas ces immolations. Le Dalai Lama lui-même semble embarrassé. Il ne les condamne pas, il ne les encourage pas non plus. Mais même si on ne les approuve pas, on comprend les motivations de ceux qui s'immolent. La plupart sont jeunes, il y a des garçons et des filles, des moines et des laïcs. La chape de plomb est lourde, on sait qu'il y a des mouchards partout, et bien rares sont ceux qui acceptent de parler. Le problème principal, c'est que nous n'avons pas assez de liberté pour développer notre culture. Nous devons toujours subir celle des autres. Ces écoliers nous confirment que leur enseignement se fait en chinois. Oui, en mandarin. Et le tibétain? Non, il n'y a pas de tibétain. Occasionnellement seulement. Pour calmer la grogne sur ces questions identitaires, pour acheter en quelque sorte la paix sociale, les autorités locales ont construit une véritable cité de l'éducation, où l'on enseigne aussi le tibétain et même le bouddhisme pour les moines. Car Shangri-La est aussi une ville sacrée, avec ce monastère géant qui héberge 800 bonzes dans ses maisonnettes. On ne les voit guère, ces bonzes. Plus que quiconque, ils se savent surveiller. C'est ainsi qu'il sera bien difficile de trouver une image du Dalai Lama. Il y a des contrôles. Ils ne nous laissent pas le vénérer. C'est interdit. Alors je ne veux pas le vénérer. Pas ici. Pour peu qu'ils respectent les interdits, les moines sont chouchoutés. Ici, on ne lésine pas sur les dorures. Et là, on construit un nouveau monastère. Mais cela suffit-il? Les restrictions sur nos pratiques religieuses, les limites imposées aux moines, les règlements, le fait de devoir demander des permissions tout le temps, tout cela est un problème. Au pied d'un temple, les Chinois célèbrent à leur manière l'alliance du sabre et du goupillon. Pas sûr que les Tibétains apprécient. Cette vague d'immolation plonge le gouvernement chinois dans l'embarras. Il ne sait pas trop comment appréhender cette affaire. Pour le moment, il se contente de la répression, en bouclant notamment les secteurs concernés, et de la prévention, en équipant les policiers d'extincteurs. Il est 20h25, restez avec nous. À suivre, le ministère de l'Éducation relance la bataille contre les cartables trop lourds. Vincent Payon demande aux professeurs d'alléger la liste des fournitures scolaires. Le rêve ou le cauchemar de Jurassic Park ressurgit. Des scientifiques russes ont trouvé une nouvelle carcasse de mammouth et cette fois la présence de sang congelé permettrait le clonage. Et puis revoilà la légende du Titanic, salle à manger intacte, objet authentique. Une exposition à Paris permet de les découvrir pour la première fois en France. Mais d'abord, de l'eau et encore de l'eau. Ce sont des trombes qui s'abattent depuis la mi-journée sur 4 départements du sud-ouest placés en alerte pluie et inondation: Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. La pluie et la neige, c'est une grande première. On va skier dans le massif ce week-end. On ira sur place dans un instant. D'abord, Philippe Verdier nous a rejoint. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Car Météo France vient de dresser le bilan de ce mois de mai. Un bilan impressionnant qui confirme ce qu'on pressentait. Exactement, la copie est édifiante. Regardez ce chiffre qui vraiment est incroyable concernant ces précipitations. C'est l'écart par rapport à la normale. Les 30 dernières années, voilà ce qui s'est passé. On a eu 2 fois plus de pluie que le courant d'un mois de mai classique, avec de grandes disparités. Les zones en très bleu, Côte Basque, Côte d'Azur. Il a plu jusqu'à 3 fois plus qu'à la normale. C'était mieux en Bretagne et c'était très sec sur le Languedoc-Roussillon. Résultat, on a eu des écarts impressionnants. Par exemple, à Montpellier, depuis le début du mois, il est tombé 13 litres d'eau, l'équivalent de quelques grandes bouteilles d'eau minérale, alors qu'on a battu des records à Biarritz. 313 litres d'eau depuis le début du mois, de quoi remplir
rouvrir 2 grandes baignoires. Autre paramètre accablant concernant ce printemps, ce sont ces ensoleillements, avec une durée d'ensoleillement 35% inférieure à la moyenne. Là aussi, grande disparité. Pour une journée normale, tout au long de ce mois de mai, on a eu 3 heures de soleil, pas plus, à Nancy, contre 9 heures à Toulon. La Méditerranée, la Bretagne également étaient un petit peu plus favorisées. Puis les températures, 2 degrés en dessous pour toutes ces températures moyennes tout au long de ce mois de mai. Là, toute la France a été exposée à des températures très très basses. Il faut remonter dans les années 80 pour avoir des températures très basses. On est en dessous de la moyenne au mois de mai, mais également tout au long du printemps. Et depuis le début de l'année, il est vraiment temps que ça change. Voilà, et je n'ose pas vous demander ce qui va se passer au mois de juin. Merci Philippe, on vous retrouve tout à l'heure. Je vous le disais, on a le sentiment de marcher sur la tête pour la première fois. En cette fin du mois de mai, ce début du mois de juin, une station de ski va rouvrir ses portes pour le week-end dans les Pyrénées, à Portet-Puymorens. Reportage Anne Domy, Sylvain Doba. Rouvrir les pistes en juin, du jamais vu dans les Pyrénées. À 3 petites semaines de l'été, toutes les conditions météo sont réunies pour rechausser les skis. La neige est bonne? Ah, superbe, excellente. Comme en fin de saison au mois de février, là, parfait. Un manteau neigeux de 80 cm, de quoi faire fondre tous les mordus de glisse. Fermée depuis le 1er avril, la station de Portet-Puymorens se réveille avec 5 mois d'avance. C'est saisonnier aussi. Ça fait 13 ans que je suis à Portet et c'est la première année que ça m'arrive. D'habitude à cette époque-ci, on est en congé et on reprend plus tard pour la maintenance des dameuses et des remontées. Des remontées mécaniques qui reprennent aussi du service. Encore quelques coups de pelle. L'accès au sommet est bientôt prêt. On fignole un petit peu là, vous voyez. Les collègues donc, qui finissent la zone d'embarquement. On est prêt à accueillir la clientèle comme en hiver. Ils seront 1200, pas un de plus à pouvoir goûter à la glisse d'été. Pour éviter d'abîmer les pistes, les places sont limitées à 600 skieurs par jour. 90% des précieux forfaits ont déjà été vendus. C'est inespéré, c'est une belle revanche par rapport à l'hiver qu'on a eu et on a retourné à notre avantage toutes ces intempéries et tout ce qu'on a pu connaître pendant l'hiver. Jolie surprise aussi pour les loueurs de ski qui rouvrent leur boutique au pied levé le temps du week-end. Ah, normalement, à cette époque-ci, on a rejoint la plaine roussillonnaise. Et moi, personnellement, je travaillais dans les fruits et pêche et nectarines, mais et voilà. Les fruits, c'est retardé. Et la saison de ski continue. Bon, voilà. La saison la plus courte de l'histoire du ski, 2 jours seulement. Sûrement la plus intense aussi. L'éducation, et on reparle, je vous le disais, du poids des cartables. Les années passent et rien ne change vraiment, semble-t-il. Eh bien, le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, s'en mêle. Il vient de diffuser une circulaire adressée à tous les enseignants. Il leur demande de limiter la liste des fournitures scolaires pour la prochaine rentrée. Julie Bécriche, Jacques Dubose. Un cartable qui fait du bruit. La raison, son poids. Sur les épaules de cet élève de CM2 chaque matin, chaque soir, 5 kilos. Là, il est pas très lourd, enfin, en rapport aux autres jours. Parce que d'habitude, il y a plus de choses à l'intérieur. C'est pas vivable, quoi. C'est vraiment trop chargé, quoi. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous? Qu'on laisse la possibilité aux enfants de ne pas prendre systématiquement tous les livres. Les mathématiques. Dans le sac, des classeurs, des fichiers, des cahiers, différents selon les disciplines. Et un sac encore plus lourd au collège. Dans chaque matière, au moins un livre et un cahier. Le ministre de l'Éducation veut inciter les enseignants à alléger les listes de fournitures pour la rentrée prochaine, pour le dos des enfants, mais aussi pour le porte-monnaie des parents. Ce serait bien qu'on ait moins de choses à acheter, ce serait quand même plus simple, d'abord pour ne pas se tromper, et puis parce que c'est vrai que ça représente un budget. Quand on multiplie les enfants, ensuite on multiplie les budgets aussi. Car chaque année, le coût de la rentrée augmente. Celle d'un élève de 6e coûtait 192 € en 2012 contre 187 en 2011, soit 5 € de plus. Parmi les solutions préconisées par le ministère, les achats groupés. Le principe, des parents d'élèves qui s'associent pour passer commande. Ils peuvent ainsi négocier les prix avec les papeteries. Dans cette école en Alsace, les parents ont économisé 25% sur leur facture à la rentrée dernière. Et de l'éducation, on passe à la science. Les chercheurs vont-ils réussir à réaliser l'un de leurs vieux rêves, recréer un mammouth grâce au clonage? L'entreprise est relancée avec cette découverte annoncée hier. La carcasse d'un animal a été extraite du sol gelé d'une île de l'Arctique. Une carcasse qui contient pour la première fois des traces de sang. Florence Bouquilla, Régis Maté. Dans cette pipette, une découverte extraordinaire, le sang d'un mammouth.
Il date de 10 000 ans et c'est la première fois que les chercheurs en découvrent. Cette carcasse de mammouth laineux, c'est celle d'une femelle âgée d'une 60aine d'années. Son état est exceptionnel, particulièrement ses tissus musculaires. Et en les touchant avec le doigt, les scientifiques, stupéfaits, ont vu couler ce sang. L'animal est sans doute tombé dans un trou d'eau jusqu'à mi-hauteur. Il n'a pas réussi à sortir et c'est le bas de son corps qui a gelé. Et il est sans doute mort de faim. La carcasse du mammifère a été transportée avec beaucoup de précautions par les scientifiques qui vont maintenant étudier son sang. Car depuis des années, les Russes ont une obsession, cloner un mammouth. De ce sang miraculeusement conservé, ils espèrent donc extraire des cellules en parfait état pour les implanter dans l'ovule d'une éléphante. Elles donneraient alors naissance à un bébé mammouth. Mais pour de nombreux spécialistes, on est encore loin de voir des petits mammouths gambader sur la glace de l'océan Arctique. Un voyage maintenant, un voyage à la découverte d'un patrimoine méconnu et c'est aussi un bond en arrière dans l'histoire. Que reste-t-il de la fameuse ligne Maginot? Cette barrière gigantesque et réputée inviolable avait été érigée après la Première Guerre mondiale pour éviter une nouvelle invasion allemande. On sait ce qu'il en a été finalement. Elle a longtemps incarné la honte de la défaite, puis elle a été réhabilitée. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique. Florence Griffon, Mathieu Régnier. Les collines à l'horizon, c'est l'Allemagne. Et juste devant, la ligne Maginot. Une ligne presque invisible composée d'ouvrages d'artillerie tous les 6 kilomètres. Des canons, des mitrailleuses, actionnés par des hommes cachés sous la terre et à l'abri de l'ennemi. Il fallait à tout prix éviter de répéter l'enfer des tranchées de 14-18. La ligne Maginot devait être une barrière infranchissable de la Meuse à la Suisse. Voici aujourd'hui l'un des plus importants vestiges de cette ligne de défense, le fort du Hackenberg, 33 000 visiteurs chaque année. Ici, les touristes empruntent un train d'époque pour remonter dans le temps et découvrir un gigantesque labyrinthe. C'est 10 km de galeries, 19 blocs, et sur ces 19 blocs, il y a 15 blocs de combat, 2 blocs d'observation, 2 blocs d'entrée, tous reliés par galeries souterraines, plus ou moins enterrés à 30 mètres sous terre. Au Hackenberg, dès 1935, 1600 soldats se tiennent prêts en cas d'invasion de l'Allemagne. Tout était prévu pour tenir un siège de 3 mois, sans jamais sortir à la surface. Ces cuisines de troupes sont hyper modernes pour 1935. Ce sont des marmites en inox conçues à cette époque-là, alors que l'inox n'est apparu dans le civil français qu'en 1953. Tout fonctionnait à l'électricité, le train, les 200 radiateurs, les moteurs des pièces d'artillerie. Les groupes électrogènes fonctionnent encore aujourd'hui. Même alsacienne, je connaissais sans connaître. Et j'étais impressionnée, vraiment impressionnée. Je suis époustouflé, hein, franchement. Ces longueurs de tunnel, on parle du métro parisien, c'est un peu ça. Mais ce fleuron de l'armée française n'a jamais arrêté l'ennemi. Le 13 mai 1940, Hitler attaque la France. Il contourne la ligne Maginot en passant par la Belgique. Après l'armistice, les soldats français, contraints et forcés, remontent à la surface. La plupart se rendent sans même avoir combattu. Une page de notre histoire peu glorieuse et peu connue. De nombreux vestiges ont été abandonnés comme ce fort en pleine forêt, jusqu'à ce que des jeunes de la région le découvrent en 2011 et décident de le réhabiliter. Le premier jour, on arrivait ici, on ne le voyait pas de là où on est. C'était vraiment la forêt du haut des escaliers jusqu'en bas. Et les escaliers aussi, ils étaient recouverts de terre. Ces lycéens se sont investis d'un devoir de mémoire. Ils coupent les arbres, débroussaillent, charrient la terre. Ils viennent ici après les cours et les week-ends. Au départ, on connaissait vraiment rien de rien à la ligne Maginot. Puis depuis, maintenant, on a plein de connaissances sur tout, alors qu'on ne connaissait rien. Elle prend le dessus, on apprend plein de choses tous les jours. Ce petit fort, inauguré en 1932, recèle encore des trésors, comme ces dessins de soldats. Les lycéens les ont nettoyés avec les moyens du bord. Quand on l'a découvert, il y a des toiles d'araignées partout, des araignées par centaines. Puis il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien du tout parce que tout a été volé. Donc les travaux du début, ils ont débuté avec des bougies, des lampes de poche. C'était vraiment pendant plusieurs mois, on a fait comme ça, avec les moyens qu'on avait. Ici, 150 soldats ont eux aussi attendu l'invasion allemande. Ça, c'est la salle des filtres, ou dite aussi salle de neutralisation. Donc là, on voit les filtres de l'époque. Donc ça servait à, si le fort il était gazé, l'air passait dans ces tuyaux,
Elle rentrait dans ses filtres et après, une fois qu'elle était propre, elle était redistribuée dans le fort. Kevin et ses copains ont déjà repeint quelques murs et s'attaquent maintenant à la restauration de l'infirmerie ou de la cuisine. Leur rêve, ouvrir un jour ce lieu aux touristes pour que la ligne Maginot retrouve toute sa place dans le patrimoine français. Une grande exposition pour terminer, une exposition à Paris, porte de Versailles. Elle est consacrée au Titanic pour la première fois en France. On va y découvrir plus de 280 objets récupérés dans les fouilles, parfums, porcelaine, sacs de voyage. On peut y admirer aussi les cabines du bateau légendaire. Visite guidée, Nicolas Lemarinier, Ziden Berkous. Monter à bord du Titanic, arpenter les couloirs du plus prestigieux des paquebots pour rejoindre sa cabine de première classe. Dès que le ménage sera fini, se prendre pour Leonardo DiCaprio, attendant Kate Winslet au pied du grand escalier du navire un soir de gala. Après-demain commence une exposition qui mêle des reconstitutions grandeur nature et des objets retrouvés autour de l'épave. Le socle de la statue qui ornait l'escalier, la robinetterie des salles de bain, à peine rouillée. Dans la reconstitution d'un des cafés du Titanic, de la vaisselle presque intacte. Au total, 280 objets remontés par ce spécialiste et son équipe. Des bouteilles comme celle-ci, il y en avait 15 000 à bord du bateau. Des bouteilles de champagne, dans lesquelles, lorsqu'on les a remontées, il y avait encore du champagne dedans, donc évidemment il était mélangé à de l'eau de mer, mais il y avait toujours du gaz et ça sentait le champagne très très fort. Dans la cabine de 3e classe, pas de champagne, confort minimal, le prix du billet, 700 € actuels, une fortune à l'époque. Au fond de l'océan, le Titanic, retrouvé en 1987, continue de livrer des trésors. 5500 objets ont déjà été sauvés. Ils sont ramassés autour de l'épave qui s'effondre peu à peu sur elle-même. Il y a un siècle, 1500 passagers embarquaient à bord du Titanic, sans imaginer que cet aller simple les ferait entrer dans l'histoire. Voilà, à découvrir jusqu'au 15 septembre à la porte de Versailles à Paris. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Philippe Verdier qui nous annonce de nouveaux nuages. Puis la grande soirée de l'info envoyée spéciale et complément d'enquête. Minuit 50, dernier journal. Demain, Élise Lucet à 13h. Laurent Delahousse à 20h. On se quitte avec les nouvelles couleurs de la Tour Eiffel, les couleurs du drapeau sud-africain pour marquer le lancement de l'année de l'Afrique du Sud en France. Jaune, vert, bleu, rouge et noir. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.